Nous sommes donc de retour sur ce plateau pour recevoir notre deuxième invité, Hamzat Ablaye, spécialiste des questions internationales. Monsieur Ablaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. L'actualité de la sous-région est marquée par deux faits. Le premier, sommet des pays membres de l'AES à Niamey samedi. Et puis, je dois dire, le sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO dimanche, donc le lendemain à Abuja. Merci d'être là. Commençons par le tout premier sujet. Les pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ils y ont mis du temps pour se voir enfin. Et quand on voit un peu la détermination et l'énervement qui ont caractérisé la création de cette alliance, on ne s'attendait pas à passer à une confédération. C'est quoi la différence? Alors, je ne parlerai déjà pas d'énervement parce que le processus souvent prend du temps. Il y a un temps qui s'écoule entre ce qu'on dit et ce qui doit être fait. Okay. Et ce qui a été dit il y a quelques mois, c'était suite à la signature de cette charte, de cette fameuse charte en septembre 2023. Les trois États avaient décidé de s'organiser en alliance. En alliance surtout pour lutter contre le terrorisme. Et ensuite, cette alliance s'est transformée en une barrière de défense contre une éventuelle attaque de la CEDEAO dont vous avez parlé dans votre introduction. Donc, c'est devenu plus qu'une alliance finalement. Et là, on parle d'une confédération. Alors, la confédération, c'est l'alliance de deux ou plusieurs États qui peuvent se constituer en un État un peu comme la Confédération suisse ou sur une échelle plus grande comme les États-Unis d'Amérique. On a eu une tentative aussi avec le Sénégal, le Mali. Et le Mali dans les années 60 qui n'a pas porté ses fruits. Mais ici, le contexte est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus de choses qui unissent ces trois États. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme que j'ai évoquée. Exactement, une question qui est devenue majeure dans la sous-région. Il y a la question aussi, je vais dire, de s'imposer régionalement face à cette CEDEAO, d'être une sorte d'alternative, d'être une sorte d'alternative multilatérale au sens précis pour contrer la CEDEAO et peut-être insuffler une nouvelle dynamique dans la sous-région. Et la dernière raison, évidemment, c'est de se constituer en alliance pour mieux réagir face à l'imposition souvent des facteurs exogènes, notamment certains pays ou certaines forces obscures qui, d'une certaine façon, retardent le développement de ces États. On s'était dit que des paroles aux actes, que ça devrait normalement pas venir jusqu'à cette étape-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cette détermination de cet État-là? Alors, la première cause, comme je l'évoquais, c'est l'insécurité. C'était la première cause. Mais ce n'est pas une cause directe, c'est une cause indirecte. La véritable cause, c'est les sanctions de la CEDEAO suite au premier coup d'État au Mali. On est passé à autre chose, la CEDEAO. Alors, oui, dans les faits, on est passé à autre chose, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus dur. Ça ne passe pas. Le Mali, le Burkina et ensuite le Niger. Surtout le cas nigérien, ce n'est pas du tout passé, ni au niveau des acteurs, ni au niveau des populations. Et je pense qu'avec l'envergure que cette création de l'Alliance des États du Sahel a créé au sein de ces peuples, ça allait être évidemment difficile de faire marche arrière. Et moi je comprends que le départ de ces trois États de la CEDEAO avait un caractère définitif. La CEDEAO s'était tiré une balle dans le pied, surtout avec le cas du Niger. Et vous allez comprendre que quand on se tire une balle dans le pied, vous avez deux options. Soit vous vous amputez la jambe pour continuer à vivre, soit vous essayez de vivre avec la balle dans le pied, mais c'est pas simple. Mais je pense que c'est ça, la première solution que la CEDEAO va bien devoir adopter, c'est-à-dire continuer à vivre sans ces trois États, mais trouver des alternatives justement pour que cela ne se reproduise pas. Parce que la CEDEAO, c'est beaucoup d'autres États et on ne le dit pas aussi suffisamment. La CEDEAO doit se concentrer sur les acquis, sur les choses qui ont fonctionné, notamment le secteur de l'économie, le secteur de la libre circulation des personnes et des biens, et notamment le secteur lié à cet investissement sur l'insécurité alimentaire qui doit normalement porter ses fruits. La CEDEAO qui doit en tout cas, c'est de continuer à garder ses membres, faire
un travail profond de réaménagement interne. Quand on voit un peu comment est-ce que les chefs d'État se comportent au sein de cette organisation, c'est complètement en déphasage avec les aspirations des populations. Là-dessus, la CEDEAO doit travailler. Mais quelque part, quelles sont les chances vraiment de cette organisation, de cette confédération de réussir quand on sait que au départ, ils se sont solidarisés à 4. On est en train d'oublier la Guinée-Conakry qui de moins en moins est présente aux côtés de ces 3 États-là. Est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression qu'on fait une marche difficile et forcée? Non, je ne trouve pas. Je pense qu'il fallait un noyau dur. Et le noyau dur a été trouvé en la personne de ces 3 chefs d'État qui sont des militaires, qui partagent littéralement les mêmes aspirations, qui évoquent un panafricanisme des années 60, c'est-à-dire la véritable celle de Kwame Nkrumah. Quelles sont les chances que ça aboutisse? C'est les mêmes chances que ça n'aboutisse pas. En réalité, c'est équilibré. Je trouve que pour que cette confédération puisse véritablement prendre, il faudrait qu'il y ait un véritable investissement. Je le disais en début, il y a un fossé énorme entre ce qui est dit et ce qui doit être fait. Quels sont les enjeux aujourd'hui de ces 3 États? C'est d'abord l'insécurité. Ça n'a jamais cessé. Et on ne doit pas croire que c'est parce que les jeunes sont arrivés au pouvoir que ça a diminué. Au contraire. Donc, c'est ça le véritable enjeu. Le deuxième enjeu, l'insécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier que dans le Sahel, il y a une grande zone désertique qui occupe de l'espace. Aussi, oui. Exactement. Et qui fait en sorte que les populations, depuis plusieurs années, n'arrivent pas véritablement à avoir cette autonomisation, cette autonomie alimentaire. Et ça pose de véritables problèmes, de véritables soucis au niveau social. Le troisième élément, c'est la bonne gouvernance. Il ne suffit pas d'avoir un chef d'État qui s'installe pendant 15 ans ou 20 ans. Et qui a des galons. Exactement. Ça ne suffit pas pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, avant tout, c'est la lutte contre la corruption, une lutte efficace contre la corruption. Et il faut le rappeler, depuis 1960, les États sont gangrénés, pas seulement au sein de ces 3 États, mais au niveau de toute l'Afrique, sont gangrénés par ce phénomène. Exactement, par ce phénomène de la corruption, de la gabegie financière, du népotisme. Alors, ces 3 facteurs ensemble font en sorte que les populations finalement constatent que ceux qui sont à la tête de leurs États ne jouent pas leur rôle en réalité. Et ça, c'est un facteur très important qui va être la clé de la réussite et du succès de cette confédération. Et le dernier élément par rapport au succès, bien entendu, c'est l'investissement financier. Parce que maintenir une confédération, c'est s'investir au même niveau. Dedans, oui. Je ne vois pas le Mali, par exemple, investir plus que les autres et attendre à ce que ça puisse porter. Je pense qu'il faudrait, à ce niveau, qu'il y ait le même investissement pour que cela puisse véritablement porter. Et l'élément qu'on ne dit pas assez, c'est aussi le choix des partenaires, le choix stratégique des partenaires. Vous allez constater également que les Africains, et ça c'est dans le sens beaucoup plus global, sont en train d'adhérer à ce qu'on appelle la diplomatie du multi-alignement. C'est une diplomatie qu'a adoptée surtout l'Inde de Jaishankar Subramanian, qui consiste à négocier avec tous les partenaires possibles. C'est-à-dire, au petit déjeuner, vous prenez le petit déjeuner donc avec les Chinois, au déjeuner avec les Russes et le soir avec les Américains ou les Français, sans pour autant s'impliquer dans les autres guerres géopolitiques à l'extérieur. Donc ça, c'est une dynamique auquel adhère cette confédération et j'espère qu'ils auront les coudées franches pour aller au bout de leurs idées, parce que ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez évoqué, il y a eu des tentatives par le passé, mais ça s'est généralement soldé par des échecs. Et le lendemain, dimanche notamment, la CEDEAO qui tenait aussi un sommet, notamment le 65e des chefs d'État des pays membres de cet espace-là. Est-ce que vous avez compris cette coïncidence d'agenda-là? Oui, je trouve qu'il était important tout de même de savoir ce qui était dit de l'autre côté avant de maintenir, avant que ce sommet puisse... de se parler. Exactement. Et on peut aussi dire, bon, ça ressemble à une coïncidence, mais en diplomatie, il y a rarement des coïncidences de ce genre. Je trouve que ce sommet arrivait au bon moment parce qu'il faut réagir. Il faut réagir quand vous avez 3 États qui ne sont pas des moindres en réalité dans la création de l'institution que constitue aujourd'hui cette CEDEAO. Prendre des mesures urgentes pour essayer, comme je le disais, de vivre avec
la jambe amputée, parce que la gangrène n'est pas loin en réalité. Mais je trouve que, parce que j'ai lu les décisions à l'issue de ce sommet, je me rends compte que la CEDEAO a vraiment du mal à s'adapter à la sortie de ces trois États et continue, ce qu'on peut comprendre, continue de négocier leur Ou retour d'espérer leur retour. à la maison en nommant notamment le président sénégalais Diomaye Faye comme médiateur. Mais je trouve que c'est une tâche ardue et ça risque d'être très compliqué. Et la deuxième chose, c'est par rapport au point qui évoque les menaces en cas de rupture définitive. C'est-à-dire, ces trois États de l'AES s'exposent. Bien évidemment, vous ne pouvez pas quitter une organisation sans être conscient des risques que vous encourez. Aussi, ouais. Exactement. Mais ce qui m'inquiète le plus, comme je le disais, c'est les populations. Vous savez, la CEDEAO, on dira ce qu'on veut de la CEDEAO, les sanctions beaucoup trop dures, au niveau de la réaction politique beaucoup trop lente. Timoré. Exactement, mais la CEDEAO, au niveau du fonctionnement à l'interne, au niveau de la participation pour l'intégration, n'a littéralement rien à envier à l'Union européenne, par exemple, qui est quand même une grosse organisation multilatérale. Il y a des choses qui ont fonctionné au sein de cette CEDEAO, d'autres beaucoup moins. Mais moi, je vois encore plus les conséquences sur les populations. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'AES quitte définitivement, ou ces trois États quittent définitivement la CEDEAO et que c'est acté, quel est le sort réservé aux populations? Parce qu'on ne doit pas oublier que les populations n'avaient jamais attendu la CEDEAO ou l'AES avant d'avoir des échanges, avant de mener des échanges ou de nouer des relations. Ils n'ont jamais attendu les États pour le faire. Quel est le sort réservé à ces populations? On évoque par ailleurs désormais les visas, si c'est acté, mais je pense que ça pourrait être réciproque. Et Parce que c'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens. On rappelle aux populations appartenant à ces trois pays qu'elles devront désormais payer le visa, etc. C'est dans les deux sens. C'est la même chose. Hein. Les pays qui appartiennent actuellement à la CEDEAO, s'ils vont se rendre dans ces trois pays aussi, ils devront aussi payer pour le visa. Et pour moi, ça ne me semble pas être la bonne piste de sortie. Par rapport aux mesures à prendre, je trouve que on devrait faire de l'intégration en réalité un acquis qui ne doit pas être lié aux mésententes entre les États ou entre ces deux organisations. Alors, deux curiosités, le temps de vous laisser partir. Vous avez compris pourquoi le Nigérien a été reconduit? Oui, vous savez, Bola Ahmed Tinubu constitue ou incarne ce que je vais dire la figure de proue de cette CEDEAO qui veut lutter contre l'insécurité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, lutter contre les coups d'État au sein de l'espace. Donc, je trouve que sa reconduction est due au fait que le Nigeria a aussi un agenda et un calendrier liés à ces deux thématiques, mais aussi sur la thématique de la monnaie. Parce que vous savez, la monnaie est discutée et la monnaie éco pourrait survenir dans les prochains mois. Donc, je trouve que ce sont soit trois points clés qui ont maintenu sa réélection à la tête de la commission. Est-ce que d'autres États peuvent adhérer à la Confédération? Oui, je pense que la porte reste toujours ouverte, mais pour l'instant, ça risque d'être un combat où deux coqs se regardent avant de s'affronter. Parce que rien ne dit, comme je le disais, que ça va marcher. Et le risque d'adhérer à l'AES aujourd'hui est énorme. Et tout porte à croire tout de même que ces trois États seront seuls, en tout cas pour les prochains mois, et quitte à eux de mettre les moyens pour, on va le dire, pour rivaliser avec la CEDEAO, parce que là, ils sont en train de dire, ils vont réinventer la diplomatie, ils vont réinventer les moyens de défense commune, ils vont réinventer l'intégration elle-même, et ça, c'est être une véritable concurrence à la CEDEAO. Mais l'autre question est véritablement de savoir, est-ce qu'ils vont réussir? En tout cas, attendons de voir. Il y a quand même d'autres pays qui peuvent être intéressés par cette affaire de confédération. La Mauritanie
Mauritanie, l'Algérie, le Tchad dans une certaine mesure aussi, au regard de l'appartenance géographique et de la ressemblance, je dois dire, en matière donc d'appartenance à cette géographie, cet espace géographique-là. Non, ça c'est beaucoup plus, c'est trop, ce que vous dites c'est trop simpliste. Je trouve que cette équation n'est pas aussi simple à faire parce que il s'agira donc, parce que vous savez, il y a une crise du multilatéralisme, donc il faut combiner désormais souveraineté et multilatéralisme. Et ça, c'est très compliqué, surtout pour ces États comme la Mauritanie. Pour eux, leur souveraineté est précieuse. L'Algérie également, leur souveraineté est précieuse. Et je ne pense pas qu'une intégration à la Confédération soit tout de suite une option. Comme je le disais, l'AES est regardée, l'AES est véritablement observée. Est-ce que les prochains mois, les prochaines années, avec les résolutions qui ont été prises, notamment une présidence tournante, actuellement c'est le Mali qui l'occupe, avec un parlement installé pour 1 an au Burkina Faso, est-ce que ce sont des facteurs qui vont véritablement permettre aux populations d'obtenir ce qui est recherché depuis 1960, c'est-à-dire l'autonomisation ou l'autonomie, je vais dire, alimentaire, c'est-à-dire la liberté de véritablement s'épanouir et d'avoir véritablement cette souveraineté. Hamza Tolley, merci. Bonne Merci. journée. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause.